Salut à tous, je suis Jean-Mi. Aujourd'hui, je vous emmène dans un monde où personne ne dit jamais totalement la vérité. Un lieu où les sourires cachent souvent des poignards et où chaque mot peut être une arme. Bienvenue à la Cour des Mirages, un jeu édité par MG Games, imaginé par Lex Weldon, illustré par Tomek Larek, qui se joue de 5 à 15 joueurs pour des parties de 15 à 30 minutes à partir de 14 ans. On est sur un jeu taillé pour les groupes, pour les soirées, pour les tables où ça parle fort, où ça s'accuse, où ça négocie. Ici, vous n'êtes pas de simples joueurs autour de la table. Vous êtes des membres de la Cour du Roi. Une cour corrompue, instable, gangrénée par les complots. Le roi Arsenic est sur son trône. Mais pour combien de temps encore? Des assassins rôdent dans l'ombre, des serfs murmurent déjà la révolte. Et même ceux qui jurent fidélité pourraient bien vous planter un couteau dans le dos. Et le plus troublant, c'est que vous-même, vous ne savez pas vraiment de quel côté vous êtes. Dans la Cour des Mirages, votre identité peut changer à tout moment. Vos alliés d'aujourd'hui deviennent vos ennemis de demain. Une simple carte échangée et tout bascule. Vos objectifs changent, votre rôle évolue, et vous devez vous adapter en permanence. C'est un jeu où la parole est reine. On part, on accuse, on se défend, on jure sa loyauté. On observe les regards, les hésitations, on essaie de lire les autres, de comprendre leur intention, de deviner qui ment, qui manipule, on attend le bon moment pour frapper. Ici, ce ne sont pas seulement les règles qui font la partie, ce sont également les joueurs. Leur manière de parler, de se trahir, de créer des alliances. Chaque manche raconte une histoire différente. Une histoire de pouvoir, de chute et de retournement spectaculaire. Alors, si vous aimez les jeux où ça bluffe, où ça discute, où ça manipule, où chaque décision peut être fatale, la Cour des Mirages a clairement quelque chose pour vous. Installez-vous confortablement, la cour est ouverte et la trahison n'attend pas. Allez, on va voir comment ça se passe. On va maintenant entrer dans le cœur de cette vidéo consacrée à la Tour des Mirages. Dans un premier temps, on va prendre le temps de comprendre comment fonctionne réellement le jeu. Je vais vous expliquer les règles depuis la mise en place jusqu'au déroulement d'une manche, en passant par les différentes actions possibles, le rôle des personnages et la façon dont on peut influencer la partie. L'objectif ici, c'est que vous ayez une vision claire de la mécanique générale et de la logique derrière chaque choix que les joueurs peuvent faire. Une fois cette base posée, on passera à un avis. On reviendra sur le ressenti en partie, la tension qui s'installe autour de la table, le rythme des manches, l'ambiance générale, mais aussi sur la cohérence entre les mécaniques et le thème. On parlera également de la rejouabilité et du type de joueur à qui la Cour des Mirages s'adresse le plus. L'idée n'est pas seulement de décrire le jeu, mais vraiment de vous donner une vision globale, honnête et nuancée, pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion et voir si ce jeu correspond à ce que vous cherchez. Commençons par un peu d'histoire. Le roi Arsenic Ier mène, en apparence, une vie idéale. Il possède des richesses fabuleuses, des serfs pour le servir, et de belles troubarides pour le distraire. Pourtant, au lieu de profiter de tous ses privilèges, il choisit d'empoisonner la vie de ses sujets. Il instaure des lois injustes qui rendent les riches encore plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. Il n'est donc pas surprenant que certains cherchent à le remplacer. D'un côté, des nobles complotent pour le faire assassiner, de l'autre, des serfs, pauvres et exploités sont prêts à se révolter. La couronne du roi devient ainsi de plus en plus instable. Cependant, le roi Arsenic Ier peut encore compter sur sa garde et sur son maire du palais pour le défendre. Sa garde est loyale, mais peut-il vraiment se fier à son maître du palais? Maintenant que le décor est planté, voyons comment se met en place le jeu. La Cour des Mirages se joue en plusieurs manches, dont la durée de chacune est variable. Chaque manche est remportée par l'une des deux équipes, les loyalistes ou les rebelles. Cependant, ces équipes changent constamment durant leur manche, en fonction des cartes détenues par chaque joueur. Avant d'aller plus loin, parlons de la terminologie du jeu. Caché. Un joueur est caché lorsque sa carte est comme ceci, face cachée. Visible, un joueur est visible lorsque sa carte est visible, comme vous le voyez là. Révélé, un joueur se révèle ou est révélé lorsque sa carte devient visible. Un joueur se cache lorsque sa carte redevient face cachée. Actif, le joueur actif est le joueur dont c'est le tour. Adjacent, les joueurs adjacents sont ceux assis côte à côte, sans tenir compte des joueurs morts se trouvant entre eux. Libre, un joueur libre est un joueur qui n'est pas capturé par le marchand et n'est pas détenu par un garde. La carte de réserve, c'est la carte cachée se trouvant au centre de la table et qui n'appartient à personne. Pour la mise en place, vous avez un tableau dans le livret de règles en fonction du nombre de joueurs. Par exemple, à 5 joueurs, il y a un roi, un garde, un assassin ainsi qu'un cerf, et aucun personnage neutre. Si on va jusqu'à 15 joueurs, qui est le maximum, il y a un roi, 3 gardes, 3 assassins, 5 cerfs et les 4 personnages neutres. Vous mélangez séparément les 4 personnages neutres suivants, la voyante, le marchand, le troubaride et le maire du palais. Puis, en les prenant au hasard et sans les montrer, vous les ajoutez aux personnages lorsque vous êtes assez de joueurs. C'est à partir de 6 joueurs qu'il y a un personnage neutre. Les personnages neutres sont sélectionnés de cette façon avant chaque manche. Après avoir séparé les cartes requises, remettez les cartes inutilisées dans la boîte sans les montrer. Vous devez maintenant avoir une carte de plus qu'il n'y a de joueurs. Mélangez-les, puis distribuez une carte face cachée à chaque joueur. Placez la dernière carte face cachée au milieu de la table. Les joueurs regardent leurs cartes secrètement. Prenons un exemple. Imaginons que nous jouions à 6 joueurs. Il y aurait donc un roi, un garde, un assassin, 3 cerfs et un personnage neutre. Je prends ces cartes. Je mélange au hasard
les 4 neutres. J'en prends une. 1 joueur, 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs, 5 joueurs, 6 joueurs, plus une carte au milieu. Comment se déroule la partie? Lors de la première manche, vous déterminez le premier joueur au hasard. La partie se déroule ensuite dans le sens horaire. Dans les manches suivantes, le premier joueur sera le joueur situé à gauche du dernier joueur actif précédent. Le principe du jeu est très simple. À son tour, un joueur doit faire une et une seule des 3 actions suivantes. Regarder, échanger, se cacher, utiliser son pouvoir. Première action possible est donc de regarder. Le joueur choisit un joueur caché et regarde sa carte sans la montrer aux autres. Par exemple, c'est à moi. Je connais déjà ma carte, je vais la regarder secrètement. Je décide de regarder secrètement la carte de ce joueur et je la remets. Bien entendu, je ne la montre pas aux autres. Les joueurs ne peuvent pas regarder la carte au centre. L'action d'échanger se cacher. Le joueur choisit un joueur caché libre et échange sa carte avec lui, sans l'avoir regardé au préalable lors de ce tour. Les 2 joueurs peuvent bien sûr regarder leur nouvelle carte après l'échange. Un joueur peut échanger sa carte avec la carte de réserve. C'est la seule façon pour cette carte d'entrer en jeu. Un joueur ne peut pas échanger sa carte avec un joueur qui vient de faire l'échange avec lui lors de son tour précédent. Si le joueur actif est caché, l'échange se fait publiquement mais sans révéler aucune des 2 cartes. Si le joueur actif est visible, c'est-à-dire que sa carte est comme ceci, il doit se cacher. Lorsqu'un joueur se cache, il retourne d'abord sa carte face cachée, puis tous les autres joueurs doivent fermer les yeux. Il peut alors faire l'échange avec n'importe quelle autre carte face cachée, y compris la carte de sa réserve, ou même garder sa carte sans faire d'échange. Lorsqu'il termine, le joueur actif annonce aux autres qu'ils peuvent à nouveau ouvrir les yeux. Les joueurs dont les cartes étaient cachées doivent vérifier si leur carte a été échangée ou non. Soyez extrêmement discret lorsque vous vous cachez, ou mieux encore, faites des bruits de diversion afin que les joueurs ne puissent pas deviner quel échange a été fait. Ensuite, la troisième action possible est d'utiliser son pouvoir. Chaque personnage possède un ou plusieurs pouvoirs. Je reviendrai un petit peu plus tard. Les actions ne peuvent être utilisées que pendant le tour du joueur, et elles prennent entièrement ce tour. Autrement dit, si vous utilisez une action, vous ne pouvez rien faire d'autre ce tour-ci. Pour utiliser une action, le joueur actif doit se révéler s'il était caché. Il reste alors visible jusqu'à ce qu'il décide de se cacher à nouveau. Mais ce n'est pas tout. Certains personnages possèdent également des réactions. Les réactions peuvent être utilisées à n'importe quel moment. Ils doivent respecter la description propre à chaque réaction. Ils ne prennent pas le tour du joueur. En revanche, elles ont une conséquence importante, elles révèlent toujours le joueur. Maintenant, parlons donc de l'élimination des joueurs. Tous les joueurs peuvent être tués par un assassin. Certains peuvent également être tués par le roi ou par un garde. Lorsqu'un joueur est tué, sa carte est immédiatement retournée face visible, puis retirée du jeu. Le joueur est alors éliminé et ne participe plus au jeu jusqu'à la fin de la manche. Important à retenir, les joueurs tués ne marquent aucun point, quelle que soit l'équipe gagnante. Autre conséquence, les joueurs assis de part et d'autre d'un joueur éliminé deviennent désormais adjacents. C'est comme si le joueur tué n'avait jamais été là. Dernier point essentiel, la carte de réserve. Le jeu se déroule en permanence avec une carte de plus que ce qu'il y a de joueurs. Cette carte est toujours face cachée, toujours placée au centre de la table. Elle a un statut très particulier. Elle n'appartient à personne, elle n'est adjacente à personne. Elle ne peut pas être regardée, elle n'est affectée ni par les actions, ni par les réactions. Les joueurs, en revanche, peuvent échanger leur carte avec celle du centre ou l'utiliser pour se cacher. Il y a toujours donc un personnage hors du jeu. Mais dès qu'un joueur échange avec la carte de réserve, ce personnage entre en jeu et un autre personnage en sort. N'oubliez pas, la Cour des Mirages est un jeu basé sur la recherche et le partage d'informations. La communication est donc fortement encouragée. Cependant, comme la trahison et le mensonge font tout aussi partie du jeu, l'information ne peut être communiquée que verbalement. Cependant, les joueurs ne peuvent pas révéler volontairement leurs cartes, ni à un joueur particulier, ni à toute la table. Les équipes ne peuvent voir les cartes des autres que par les actions normales du jeu. Quelles sont donc les équipes et les conditions de victoire? L'affiliation des personnages est indiquée par la couleur de fond de leur image. Bleu, vous avez les loyalistes, rouge les rebelles, vert les neutres. L'équipe des loyalistes est composée du roi et de ses gardes. L'objectif est simple, maintenir le roi sur son trône. Ils peuvent y parvenir de 2 manières. En créant une situation qui permet au roi de révéler son identité sans se faire assassiner, ou en neutralisant toutes les menaces contre son trône. Dans le jeu, cela se traduit par 2 conditions de victoire. Dès que le roi devient visible, quelle que soit la raison, placez la carte couronne devant le joueur actif, que ce soit le roi ou un autre joueur. À partir de ce moment, à moins que le roi ait été tué ou qu'il se soit caché, les loyalistes gagnent la manche la prochaine fois que ce joueur devient le joueur actif, ou passe son tour parce qu'il a été tué, capturé ou détenu. Important, la carte couronne est immédiatement retirée si le roi se cache. Les loyalistes gagnent également s'il n'y a plus aucune chance pour les rebelles de gagner. C'est le cas si tous les assassins sont morts et s'il n'y a pas plus de 2 serfs vivants et libres. Les rebelles, eux, se composent des assassins et des serfs. Leur objectif est de détrôner le roi. Ils peuvent y parvenir de 2 façons, en tuant le roi
en réussissant une jacquerie, une révolte de cerf. Dans le jeu, cela donne 2 conditions de victoire. Dès qu'un assassin réussit à tuer le roi, condition 2, dès qu'il y a au moins 3 cerfs libres et visibles, assis côte à côte. Cela représente une jacquerie réussie. Les personnages neutres, eux, n'appartiennent à aucune des 2 équipes, mais peuvent gagner avec chacune. Leurs conditions de victoire sont différentes pour chaque personnage. Je reviendrai un petit peu plus tard. Une manche se termine lorsque les conditions de victoire d'une équipe sont atteintes. À ce moment-là, tous les joueurs vivants de cette équipe marquent des points. 1 point pour les joueurs cachés, 2 points pour les joueurs visibles. En général, une partie de 3 manches dure entre 15 et 30 minutes. Le gagnant est le joueur qui a le plus de points. En cas d'égalité, le gagnant est le dernier joueur à avoir marqué 2 points. S'il y a encore égalité, les joueurs sont ex aequo. Les joueurs expérimentés peuvent modifier la longueur du jeu, soit en augmentant le nombre de manches, soit en jouant pour un nombre de points ou un temps prédéterminé. Par exemple, le premier joueur à atteindre 7 points gagne la partie. Passons maintenant à la description des personnages. Le roi, attaché à ses privilèges. Le roi n'aime pas avoir à se cacher constamment par peur des assassins. Son objectif, rester vivant, affirmer son pouvoir, conserver son trône. Son affiliation est loyaliste. Action du roi. Le roi peut exécuter tout rebelle visible. En revanche, il ne peut pas exécuter un joueur caché, même s'il sait que c'est un rebelle. Il ne peut jamais exécuter un personnage neutre, même si ce dernier est devenu partisan des rebelles. Réaction du roi. Affirme son pouvoir. Le roi peut se révéler n'importe quand, sauf dans un cas précis. Lorsqu'un joueur décide d'échanger sa carte avec lui, il ne peut pas se révéler pour empêcher l'échange. En réaction, il peut également éviter la détention. Le roi peut se révéler si un garde essaie de l'arrêter par erreur. Cela lui permet d'éviter la détention. Conséquence, le garde ne peut pas faire d'autre action. Je vous le redis, lorsque le roi devient visible, pour quelle que soit la raison, placez la carte couronne devant le joueur actif. Les loyalistes gagnent la manche si le roi ne s'est pas caché et est encore vivant au début du tour suivant de ce joueur. Les gardes sont fidèles à leur roi, qui les rémunèrent très bien. Les gardes vont tout faire pour le protéger. À eux d'ouvrir l'œil, d'intercepter les assassins, pour pouvoir profiter des honneurs. Ils sont loyalistes. L'action des gardes est emprisonnée. Un garde peut emprisonner n'importe quel joueur libre, qu'il soit caché ou visible. Il place la carte prison sur la carte du joueur détenu. Le joueur détenu doit passer son tour suivant. La carte prison est retirée dès qu'il a passé son tour. Si un garde essaie d'emprisonner par erreur un autre garde ou le roi, le joueur visé peut se révéler et éviter la détention. Les gardes, en réaction, peuvent, réaction 1, tuer un assassin. Lorsqu'un assassin essaie de tuer un joueur, le garde peut intervenir s'il est assis soit à côté de l'assassin, soit à côté de la cible. S'il le souhaite, le garde peut révéler son identité et tuer l'assassin avant qu'il ne commette son crime. Le garde ne peut pas se défendre lui-même contre un assassin, même s'il est adjacent à lui. Réaction 2, évite la détention. Un garde peut se révéler si un autre garde essaie de l'arrêter par erreur. Cela lui permet d'éviter la détention. L'autre garde ne peut faire aucune autre action. Les assassins, par désir de justice ou par ambition personnelle, les assassins n'ont qu'une idée en tête. Éliminer le roi. Une jacquerie leur conviendrait aussi, mais assassiner le roi reste clairement leur plan A. Affiliation rebelle. L'action des assassins. Un assassin peut tuer n'importe quel joueur, qu'il soit caché ou visible. Attention toutefois, il peut être tué par un garde avant de commettre son crime. Si ce garde est assis, soit à côté de l'assassin, soit à côté de sa cible. Les serfs. Maltraités, humiliés, leur vie est un enfer. Ils sont toujours prêts à se révolter. Leurs fourches ne sont jamais très loin. Affiliation rebelle. L'action des serfs. Ils commencent une révolte. Lorsqu'un cerf se révèle, volontairement ou non, il commence immédiatement une révolte. Les autres serfs peuvent alors, s'ils le souhaitent, se joindre à la révolte, en se révélant à leur tour. Condition de victoire, les rebelles gagnent s'il y a au moins 3 cerfs visibles et libres adjacents. Réaction des cerfs, se joindre à une révolte. Lorsqu'un cerf commence une révolte, tous les autres cerfs peuvent immédiatement se révéler et participer à la révolte. Les cerfs, libres et visibles, sont toujours considérés comme participant à une révolte, quelle que soit la façon dont ils ont été révélés. Et surtout, s'il y a à n'importe quel moment 3 cerfs libres, visibles et adjacents, les rebelles gagnent immédiatement. Le marchand est un personnage changeant. Lorsqu'il est caché, il est un contrebandier. Il est considéré comme un rebelle. Cependant, il peut décider d'aider les loyalistes s'il estime qu'il peut gagner quelque chose. Lorsqu'il est visible, il aide les loyalistes en chassant et en capturant les cerfs. Son objectif, empêcher la révolte. Dans ce cas, il devient partisan des loyalistes jusqu'à ce qu'il se cache à nouveau. Le marchand gagne avec les rebelles 1 point lorsqu'il est caché, avec les loyalistes 2 points lorsqu'il est visible. L'action du marchand. Placer une carte chaîne sur un cerf libre et visible. Cette carte-là. Cela indique que le cerf a été capturé. Par conséquent, le tour du marchand s'arrête immédiatement après cette capture. Chasse. Le marchand choisit un joueur caché libre. Si ce joueur est un cerf, alors il doit se révéler. Le marchand place une carte chaîne sur sa carte pour indiquer qu'il est capturé. Ensuite, le marchand peut soit chasser à nouveau, soit capturer. Si c'est pas un cerf, il ne se révèle pas, l'action est sans effet, le tour du marchand prend fin. Les cerfs restent captifs tant que le marchand est vivant et visible. Dans cette situation, ils doivent passer leur tour, ils ne peuvent pas se révolter.
Les cerfs redeviennent libres si le marchand décide de se cacher ou s'il est tué par un assassin. Dans ce cas, tous les cerfs capturés enlèvent immédiatement leur chaîne. Ils sont considérés libres et révoltés. Conséquence immédiate, la révolte réussit. Si le rebelle gagne, s'il y a trois cerfs libres, assis côte à côte. La Trauberitz, personne ne la soupçonne d'être une sympathisante des rebelles. C'est précisément ce qui la rend dangereuse pour les loyalistes. Lorsqu'elle est cachée, elle est simplement une artiste appréciée du roi. Lorsqu'elle est révélée, son art captivant peut distraire les gardes et permettre à un assassin de réussir son coup. Condition de victoire. Elle gagne avec les loyalistes 1 point si elle est cachée. Elle gagne avec les rebelles 2 points si elle est visible. Ses actions, dès qu'elle est visible et libre, elle récite de la poésie. Les faits, les gardes assis à ses côtés sont distraits. Ils ne peuvent ni tuer un assassin, ni arrêter qui que ce soit. Cet effet s'arrête si elle est tuée, détenue ou si elle se cache. Les effets de son champ sont immédiatement interrompus si elle est tuée, se cache, détenue par un garde. Cependant, dans ce dernier cas, les effets reprennent dès que la carte prison est retirée. Le maire du palais, partenaire peu fiable, le maire du palais est un intrigant. Il n'hésite pas à manipuler et à trahir pour soutenir l'équipe qu'il pense être la plus forte. Condition de victoire. Lorsqu'il est caché, il gagne 1 point. S'il est adjacent à un joueur, qu'il gagne 2 points dans la manche. Lorsqu'il est visible, il gagne 2 points avec l'équipe qu'il a choisie, si cette équipe est victorieuse. L'action du maire du palais. Le maire du palais commence par indiquer l'équipe qu'il soutient, en plaçant un drapeau rouge pour les rebelles, un drapeau bleu pour les loyalistes sur sa carte. Ensuite, il oblige n'importe quel joueur caché et libre à se révéler et à faire immédiatement son action comme si c'était son propre tour. Conséquence, lors de son prochain tour, ce joueur ne pourra pas refaire son action. Il ne pourra donc que regarder où se cacher. Pour s'en souvenir, une carte fatiguée est placée sur sa carte. Elle sera retirée après son tour. Note importante, si le joueur révélé est non le maire du palais qui prend toutes les décisions concernant son action. Si le maire du palais ordonne à l'assassin de tuer un joueur, c'est l'assassin seul qui décide de sa cible, qui peut même être le maire du palais. Le maire du palais ne peut pas obliger un personnage détenu ou capturé à faire une action. L'affiliation du maire du palais est rebelle ou loyaliste, est permanente jusqu'à ce qu'il se cache. Lorsqu'il se cache, il redevient complètement neutre. Il réutilise son pouvoir. S'il réutilise plus tard son pouvoir dans la partie, il peut devenir partisan de l'autre équipe. La voyante, fut une psychologue, la voyante excelle dans l'art de recueillir des confidences et dans l'interprétation. Et dans l'interprétation des situations. C'est ainsi qu'elle fait ses prédictions. Si sa prédiction est exacte, elle s'attire les faveurs des vainqueurs. Sinon, elle se fait oublier jusqu'à sa prochaine prédiction. Les conditions de victoire de la voyante. Lorsqu'elle est cachée, elle ne peut pas gagner. Lorsqu'elle est visible, elle gagne 2 points si elle a correctement prédit l'équipe gagnante lors de son dernier tour. Quelle est donc son action? La voyante regarde 3 cartes cachées sans les montrer. Puis, elle fait une prédiction sur l'équipe qui va gagner. Ensuite, un drapeau correspondant à la couleur de sa prédiction est placé sur sa carte. Obligation. Elle doit se cacher à son tour suivant. Conséquence, le drapeau est retiré jusqu'à la prédiction suivante. S'il y a moins de 3 joueurs cachés, elle peut regarder toutes leurs cartes, mais elle ne peut jamais regarder la carte de réserve. Elle doit se cacher à son tour suivant, même si elle a été forcée à faire une prédiction par le maire du palais en dehors de son tour. Si elle fait une prédiction et est ensuite détenue par une garde, elle ne peut pas se cacher. Alors c'est visible, sa prédiction demeure jusqu'à ce qu'elle se soit cachée. Prenons un exemple de fin de partie comme celui-là. Le roi est mort. Nous avons 10 joueurs autour de la table. Cet assassin-là est également mort. La manche est terminée lorsque le joueur 6 a assassiné le roi, qui était le joueur 1. Ici. Normalement, le garde aurait pu le protéger. Mais ce n'était pas possible. Pourquoi? Parce qu'il a été distrait par la Trauberitz, joueur 9. De son côté, le maire du palais, le joueur 5, avait choisi d'aider les rebelles. Il a forcé la Trauberitz à utiliser son pouvoir. Résultat, c'est une victoire des rebelles. Les points sont alors attribués de la façon suivante. Joueur 1, 0 points, roi tué. Joueur 2, cerf visible, il gagne 2 points. Joueur 3, assassin tué, 0 points. Joueur 4, garde visible, 0 points, équipe perdante. Joueur 5, maire du palais visible, partisan des rebelles, 2 points. Pourquoi? Parce qu'il a choisi l'équipe gagnante. S'il avait été caché, il aurait quand même gagné 1 point, car il était adjacent à un joueur ayant eu 2 points. Le joueur 6, qui marque donc 2 points, car il est visible et l'équipe gagnante. Joueurs 7 et 8, 1 point chacun. Ils sont cachés et dans l'équipe gagnante. Le joueur 8 était détenu, mais cela n'a aucun impact sur ses points. La Trauberitz, visible, elle gagne 2 points. Visible, l'équipe gagnante. Elle est rebelle lorsqu'elle est visible, je vous rappelle. Ici, c'est un garde qui est caché. C'est lui qui aurait pu protéger le roi. 0 points, équipe perdante. Le joueur actif à la fin de la manche était le joueur 6. Donc c'est le joueur 7 qui commencera la manche suivante. Dernière précision importante, les 3 personnages neutres de la manche suivante ne sont pas nécessairement les mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont sélectionnés à nouveau au début de chaque manche. Les cartes événements sont optionnelles. Elles devraient être utilisées que lorsque le jeu est bien maîtrisé. Avant chaque manche, vous mélangez les 10 cartes et vous en tirez une au hasard. Les effets de cette carte sont appliqués pendant toute la manche. Voyons maintenant les différents événements possibles. Mystère. À leur tour, tous les joueurs peuvent jeter un coup d'œil à la carte du joueur, assis à leur gauche, et seulement après effectuer une action comme d'habitude. Comète. Donnez à chaque joueur une carte pièce d'or.
Lorsqu'un joueur regarde une carte, il peut défausser cette pièce d'or pour regarder jusqu'à 3 cartes au lieu d'une seule. KO. Aucun joueur ne peut échanger sa propre carte avec celle d'un autre joueur. À la place, lorsqu'un joueur choisit d'échanger, il peut obliger 2 adversaires à échanger leur carte ou forcer un adversaire à échanger sa carte avec celle du centre. Invité d'honneur. Construisez la partie comme s'il y avait un joueur de plus. Conséquence, il y a maintenant 2 cartes au centre de la table au lieu d'une seule. Cet événement ne peut pas être utilisé dans les parties à 15 joueurs. Nuit de la pleine lune. Pour commencer la partie, donnez à chaque joueur une carte pièce d'or. Lorsqu'un joueur vient utiliser la capacité spéciale de son personnage, il peut défausser cette pièce pour se cacher immédiatement. Tornade. Lorsqu'un joueur souhaite se cacher. Au lieu de suivre le processus habituel, faites ceci. Rassemblez toutes les cartes face cachée actuellement en jeu. Mélangez-les puis redistribuez-les. Pendant ce temps, tous les personnages face visible restent face visible, conservent leur propriétaire d'origine. Exception, sauf le joueur, qui se cache. Duel. Donnez à chaque joueur une pièce d'or pour commencer la manche. Lorsqu'un joueur tente d'échanger des cartes face cachée avec un autre joueur, mais pas lorsqu'il se cache, le joueur ciblé peut défausser sa pièce d'or pour conserver sa carte, forcer le joueur échangeant à échanger avec la carte du centre à la place. Intuition. Lorsqu'un joueur tente d'échanger des cartes face cachée avec un autre joueur, mais pas lorsqu'il se cache, le joueur ciblé peut tenter, s'il le souhaite, de deviner l'identité de la carte qu'il s'apprête à recevoir. Dans ce cas, la carte est révélée. 2 possibilités. S'il devine correctement, les 2 cartes restent chez leur propriétaire d'origine. Le joueur qui a initié l'échange perd son tour. S'il se trompe, l'échange a lieu normalement. Dans tous les cas, la carte révélée reste face visible. Moisson. Au début de la manche, au lieu de distribuer les cartes comme d'habitude, procédez ainsi. Distribuez 2 cartes au joueur qui jouera en premier. Ce joueur choisit une carte qu'il conserve et passe l'autre au joueur à sa gauche. Ce joueur pioche une carte supplémentaire, choisit l'une des 2 à conserver, passe l'autre à sa gauche, et ainsi de suite. Le dernier joueur garde une carte parmi 2, place l'autre au centre. Ensuite, le tour se poursuit normalement. Clé. Pendant cette manche, aucun joueur ne peut effectuer l'action regarder lors de ce premier tour. Quelques petites astuces. En début de partie, il est difficile d'élaborer une stratégie par manque d'informations. La priorité est donc d'obtenir de l'information en regardant ou en échangeant. Lorsque vous regardez, vous êtes le seul à obtenir de l'information. Échanger, l'autre joueur obtient aussi des informations. Échanger avec les cartes de réserve permet de préserver son identité si vous êtes le premier à le faire. Ne vous révélez pas trop rapidement. Les personnages neutres peuvent parfois s'en sortir, mais les rebelles et les loyalistes ont de fortes chances d'être tués, dès que leur identité est connue. N'hésitez pas à échanger si vous pensez être dans l'équipe perdante, ou si vous ne pouvez pas utiliser votre personnage efficacement depuis votre position. Communiquer avec les autres joueurs et partager l'information est très important, mais souvenez-vous, vous pouvez et devez parfois mentir à propos de votre carte ou des cartes que vous avez vues, si vous pensez pouvoir piéger l'équipe adverse. Avant de passer à mon avis sur la Cour des Mirages, je prends juste quelques secondes. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like, ça aide énormément la chaîne. Pensez aussi à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. N'hésitez pas à activer la cloche pour être tenu au courant de toutes les vidéos. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du jeu, si vous l'avez déjà testé ou si vous avez envie d'y jouer. J'adore lire vos retours et en discuter avec vous. Allez, maintenant on passe à mon avis. La Cour des Mirages est un jeu d'intrigue sociale qui ne cherche pas à être confortable. Dès les premières minutes, il installe une atmosphère de doute permanent. Ici, on ne joue pas seulement avec des cartes, on joue surtout avec les autres joueurs. Les alliances sont fragiles, les certitudes inexistantes, et la vérité est toujours provisoire. Le principe même du jeu, qui permet aux joueurs de changer d'équipe simplement en échangeant leurs cartes, détruit toute notion de loyauté durable. On peut commencer la manche en réaliste, finir en rebelle, puis se retrouver neutre, sans jamais l'avoir vraiment choisi. Cette instabilité est la signature du jeu. La Cour des Mirages ne cherche pas à créer des camps figés, mais une zone grise permanente, où chacun doit constamment réévaluer sa position, ses objectifs et ses alliés. C'est un jeu qui parle de pouvoir, de manipulation et d'opportunisme, et qui le fait avec une efficacité redoutable. En jouant, on se rend vite compte que la mécanique est presque secondaire par rapport aux interactions humaines. Les actions possibles sont simples, mais leurs conséquences sont énormes. Regarder une carte, c'est obtenir l'information, mais c'est surtout décider quoi en faire. La partager peut créer une alliance, mais aussi vous désigner comme cible. La garder pour vous peut vous protéger, mais aussi vous isoler. Mentir est souvent plus efficace que dire la vérité. Changer une carte est encore plus violent. On ne change pas juste de rôle, on change de destin. On peut perdre un pouvoir, en gagner un autre, devenir soudain l'ennemi de ceux qu'on aidait il y a 30 secondes. Cette mécanique crée un sentiment unique. On ne contrôle jamais totalement son identité. On doit constamment s'adapter à ce qu'on devient, parfois contre sa volonté. Utiliser son pouvoir est un moment clé. Se rébeller, c'est se mettre en danger. C'est dire à la table, voilà qui je suis. Et dans un jeu où tout le monde ment, cette honnêteté devient presque un suicide stratégique. Pourtant, c'est souvent nécessaire pour faire avancer la partie. Chaque utilisation de pouvoir devient un moment dramatique, observé, commenté, jugé. Le ressenti général est celui d'un jeu nerveux, instable, imprévisible. On ne se sent jamais en sécurité. Même lorsqu'on pense avoir compris la table, une action suffit à tout faire basculer. La tension est constante, il n'y a pas de tour tranquille. À tout moment, un assassin peut frapper, un cerf peut déclencher une révolte, un personnage neutre peut manipuler la situation. Le danger n'est jamais abstrait, il est immédiat. Être éliminé est une possibilité permanente, ce qui pousse à réfléchir à chaque action. Le rythme est rapide, presque brutal. Les tours sont courts, mais chargés de sens. On passe rarement plus de quelques secondes sans réagir, observer, murmurer, soupirer.
Les manches s'enchaînent vite, ce qui renforce l'intensité globale. On ne s'installe jamais dans une routine. L'ambiance autour de la table est l'un des plus grands atouts du jeu. Les accusations fusent, les justifications sont souvent bancales, les regards deviennent soupçonnés. Certains joueurs jouent la carte du silence, d'autres deviennent de véritables acteurs de théâtre. Les retournements de situation sont fréquents, parfois spectaculaires. Une manche peut se terminer dans un éclat de rire ou dans un silence choqué après une trahison mémorable. On ressent vraiment cette atmosphère de cour royale corrompue, où chaque sourire cache un poignard. La cour des mirages crée des histoires, on se souvient des parties, des coups bas, des alliances improbables, des erreurs fatales. L'un des grands points forts du jeu est la cohérence totale entre le thème et les mécaniques. Rien ne semble artificiel. Chaque rôle agit exactement comme il devrait le faire dans un récit politique. Le roi exerce son pouvoir mais il est vulnérable. Les gardes protègent, mais peuvent se tromper et arrêter les mauvaises personnes. Les assassins frappent sans pitié. Les serfs incarnent la colère populaire, capables de renverser le pouvoir par une simple révélation collective. Les personnages neutres sont de véritables moteurs narratifs. Le marchand opportuniste, le maire du palais manipulateur, la voyante calculatrice, la troubadorise qui distrait les gardes. Chacun apporte une couche supplémentaire de chaos et de complexité. On sent que le jeu a été pensé comme une pièce de théâtre, où chaque personnage a un rôle clair dans l'intrigue. Les mécaniques de révélation et de dissimulation traduisent parfaitement le concept de complot. Le fait de pouvoir se cacher physiquement, de fermer les yeux, de faire des échanges en secret renforce l'immersion. Ce n'est pas juste abstrait, c'est vécu autour de la table. Sur le papier, la cour des mirages est simple. 3 actions possibles, des pouvoirs clairs, des objectifs lisibles. On peut expliquer le jeu assez rapidement. C'est un vrai point fort pour l'accessibilité. Mais une fois lancé, le jeu révèle une profondeur inattendue. Comprendre quand se révéler, quand mentir, quand échanger. Demande de l'expérience. Il ne suffit pas de connaître les règles. Il faut comprendre les dynamiques humaines. Là, les autres joueurs devient plus important que lire ses propres cartes. Les premières parties sont souvent chaotiques. On fait des erreurs, on se révèle trop tôt, on fait confiance aux mauvaises personnes. Mais c'est justement cette phase d'apprentissage qui est passionnante. On progresse de partie en partie, on affine ses stratégies, on devient plus manipulateur, plus prudent, plus calculateur. Plus on joue, plus on comprend la richesse de ces interactions. Leur jouabilité est énorme. Les rôles changent, les personnages neutres varient, les événements modifient les règles, les joueurs eux-mêmes évoluent. Une même configuration de départ peut produire des parties totalement différentes selon les comportements. Ce n'est pas un jeu à script, il n'y a pas de stratégie dominante. Chaque table crée sa propre méta. Certains groupes sont très agressifs, d'autres très politiques. Certains parlent beaucoup, d'autres jouent le silence. Le jeu s'adapte naturellement aux personnalités. C'est un titre qu'on peut ressortir régulièrement sans lassitude, surtout avec un groupe qui aime ce type d'expérience sociale. La Cour des Mirages est un jeu pour les joueurs qui aiment parler, mentir, manipuler, accuser et se défendre. C'est un jeu très social qui demande une vraie implication orale. Il est parfait pour les groupes d'amis, les soirées animées, les joueurs qui aiment créer des histoires autour de la table. Il est parfaitement adapté aux grands groupes, ce qui est rare dans le monde du jeu de société. Peu de jeux fonctionnent, aussi bien à 10, 12 ou 15 joueurs. La Cour des Mirages est un jeu qui ne laisse personne indifférent. Tendu, imprévisible, profondément humain, il transforme chaque partie en drame politique. Ces mécaniques simples cachent une richesse incroyable, portée par les joueurs eux-mêmes. C'est un jeu qui récompense la parole, l'observation et l'audace. Un jeu où l'on gagne parfois moins par intelligence que par capacité à lire les autres. Un titre parfait pour ceux qui aiment les coups bas, les retournements de situation et les grandes histoires autour d'une table. Un vrai jeu d'intrigue au sens noble du terme. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vais vous dire bonne partie et bon jeu!